Je vais commencer par vous dire une phrase qui commence tout de suite. Nous sommes en guerre et c'est pas drôle. Et cette fois-ci, l'ennemi n'est pas un virus invisible qui tue en silence, mais tout un pays avec de vrais gens armés et méchants qui parlent russe. Et ça fait peur. Et pour qu'on s'en convaincre, le gouvernement semble prêt à tout. Regardez. D'ailleurs, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Darmanin a lui aussi tenu ces mêmes propos scandaleux, vous avez suivi l'actualité, depuis la porte-parole du gouvernement qui jurait pourtant, on l'a entendu là, ne pas vouloir manipuler les Français, a opéré un rétro-pédalage hasardeux. Il faut voir la séquence entière, elle est sur mon Instagram, et s'est excusée au passage, mais seulement d'avoir pu heurter la famille du professeur. Elle a heurté d'ailleurs la famille du professeur puisque celle-ci s'est exprimée avec colère dans le Figaro. Sur le fond, en fait, rien ne change, car l'enjeu est crucial ici. Le gouvernement doit convaincre les Français du danger russe pour leur faire accepter des dépenses extraordinaires afin de financer un effort de guerre face à Poutine. Cette dynamique a été lancée le 4 mars dernier, quand la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentait son plan, un plan extraordinaire visant à mobiliser près de 800 milliards d'euros pour renforcer la défense européenne. Une annonce qui intervient après les menaces du président états-unien de se désinvestir de l'OTAN, vous l'avez su aussi, si les pays membres de l'Alliance ne contribuaient pas, comme ils le pensent, suffisamment aux dépenses. Alors, pays membres de l'OTAN qui se sont engagés en 2014 à consacrer au moins 2% de leur PIB d'ici à 2024. Cependant, cette année, patatras, Trump exige un engagement à hauteur de 5% du PIB. Une demande jugée irréaliste par nombre de responsables européens qui, pourtant, acceptent le mouvement à la hausse. Par exemple, la France, pour laquelle Emmanuel Macron a exprimé sa volonté d'accroître les dépenses militaires jusqu'à 3,5% du PIB contre 1,5% aujourd'hui, ce qui représenterait une augmentation d'environ 30 milliards d'euros par an, des sommes colossales pour des dépenses nouvelles, sans pour autant toucher aux impôts. C'est en tout cas la promesse faite par le président à la télévision le 5 mars. Regardez. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Des réformes, des choix. Et du courage. Ah voilà, lâche-t-il. Et du courage, il en faudra. Lâche-t-il donc du coup ce 5 mars dernier sans en dire plus. On peut écouter la suite, il n'en dit pas plus. Une semaine plus tard, le 12 mars, après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, ouvrait son compte-rendu par ces quelques mots. Regardez. Le Conseil des ministres a été marqué évidemment par la nécessité d'adapter notre pays aux grands défis auxquels nous faisons face et par l'obligation pour l'Europe de bâtir une défense plus autonome et plus forte. Nos partenaires européens l'ont d'ailleurs bien compris, puisque vous savez que la Pologne a doublé son effort de défense, l'Allemagne suit la même voie, le Danemark réforme même son système de retraite pour financer son armée. Mine de rien, elle reprend ici l'argumentaire point par point, on va le voir, du MEDEF pour introduire son propos ouvrant le compte-rendu du Conseil des ministres à l'Élysée. Alors, écoutez maintenant Patrick Martin, qui est donc le président du MEDEF. C'était quelques jours plus tôt sur RMC. Le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France. Non, il ne fait qu'ouvrir un peu plus la fenêtre d'Overton. Vous savez, cette technique qui permet d'élargir le champ des opinions considérées comme acceptables par la société. Quitte à d'user ici d'une fake news, car non, le Danemark n'a en rien décidé de réformer sa réforme, tout du moins son système de retraite pour financer son armée, comme lui et le gouvernement l'affirment. Il s'agit d'une fake news, puisqu'en réalité, cette réforme a été votée en 2006, il y a donc près de 20 ans, indexant là l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie des Danois, qui peut alors porter l'âge des personnes à 70 ans, en fait, en 2040. Donc rien à voir avec la situation actuelle, mais rassurez-vous, comme on l'a entendu à l'instant, Sophie Primas, pour la citer de nouveau, pour elle, il ne s'agit pas de manipuler les Français, mais seulement de leur dire la réalité.
vous voici en confiance, n'est-ce pas? Ah, super. Tout à fait. Le MEDEF et la porte-parole du gouvernement qui me dit croyez en nous, Qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est vrai. Je suis convaincu. Ben oui, en tout cas, une semaine plus tard, j'ai tenté d'y voir plus clair pour l'humanité en allant voir à l'Élysée, en fait, pour pouvoir voir comment ils comptent financer ces dépenses urgences militaires et nouvellement créées. Alors, j'ai longuement échangé avec la porte-parole et je ne vais pas donc pouvoir tout vous exposer ici, mais au départ, elle m'a donc répondu que les nouvelles dépenses, estimées à au moins 1% du PIB la semaine précédente, ne sont pas encore dimensionnées, donc c'est un peu contradictoire, et que le fer était donc le premier chantier. Puis, elle s'est lancée dans une explication intéressante sur, je cite, la réforme de l'État. Écoutez, c'est à la fin de notre échange. Nous nous lançons dans une réforme de l'État, un questionnement sur les missions de l'État. Est-ce que toutes ces missions doivent être rendues par l'État? Est-ce qu'il y a des missions qui doivent être rendues par d'autres? Et puis derrière, il y a tout cet objet aussi qui semble un peu nébuleux, mais qui ne l'est pas du tout, de comment on libère en fait l'économie, comment on libère l'activité, comment on libère les Français. Et ça s'appelle la simplification. Mais on ne trouvera pas 30 milliards ou 40 milliards comme c'est le cas. On ne sait pas encore complètement, mais vous l'avez vous-même dit, je me base donc sur vos déclarations. Il n'y a pas de petites économies. D'ailleurs, ce qui est étonnant, 1% du PIB, c'est plus ou moins ce qui était demandé par les syndicats pour financer la retraite à 60 ans. Finalement, est-ce qu'il y a un choix là, on trouvera ce 1% que vous minimisez pour cette caisse-là. C'est 1% d'argent, ma foi, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez une question? Bien sûr. Du coup, l'année dernière, le gouvernement prévoyait 10 milliards de réduction sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Est-ce que c'est une des pistes finalement? Je ne vais pas m'avancer aujourd'hui sur les pistes de réduction des budgets. Si ce n'est pas les impôts ni la dette, la question elle est claire, c'est quoi en fait? Eh bien, nous sommes en train d'y travailler. Et toutes vos propositions seront les bienvenues. Oui, mais on a une feuille de route qui nous dit qu'il faut qu'on réduise notre dépense publique. Donc il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'elle soit travaillée avec les Français pour être acceptée par les Français, comprise et acceptée par les Français. Alors les Français, est-ce que vous avez compris et accepté quelque chose ici, même autour du plateau? Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est toi qui proposes de réduire le budget de l'éducation nationale, du coup. Il faut voir la séquence entière, c'est fou. L'avenir de la France est entre tes mains. Ah ouais, je lui dis en partant du micro, je travaille pour vous maintenant. Elle me fait oui, mais alors non, mais voilà, bon bref, faut voir la séquence entière. Alors en clair, les mêmes qui nous expliquaient hier que nous n'avions pas les moyens pour financer la retraite à 60 ans, nous disent aujourd'hui que nous allons trouver la quasi exacte même somme pour financer l'effort de guerre. Est-ce ici un fameux, on se pose la question, le fameux choix courageux appelé par Macron il y a quelques semaines à la télévision? Sans doute. Bayrou sur France Inter dimanche dernier, tout du moins le 16 mars, ne laissait plus place de mystère, surtout moi sur la réforme des retraites. Mais cette ligne idéologique, politique, est constante dans la Macronie. Écoutez donc le président Macron dans cet extrait datant de juin 2022. Et je pense que nous devons tous, à cette occasion et dans les temps qui viennent, en tirer les conséquences. Celle aussi d'une entrée dans une économie de guerre, dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser. Une économie, au fond, dans laquelle on ne peut plus vivre au rythme et avec la grammaire d'il y a même un an. Tout a changé. Une économie de guerre. C'est ici la première fois que ce terme était utilisé par le président dans un discours radical tenu au salon Eurosatory 2022. C'était devant donc les principaux acteurs de l'industrie de la défense et de la sécurité. Vous connaissez sans doute ce salon qui se situe à Villepinte. Un secteur en forte croissance, en France notamment, grâce aux commandes de l'État et un budget de la défense qui, lui, contrairement aux autres, est souvent en hausse, ce qui booste les quelques 2000 entreprises françaises de cette industrie qui emploie directement 165 000 personnes. Des chiffres qui ont été rappelés par la porte-parole du gouvernement la semaine passée comme un argument clé du bienfait du réarmement, évidemment, avec des médias qui font le service client, comme Amélie Rossic, éditorialiste sur BFM. Donc on a les capacités pour réarmer. Oui, en tout cas, on a les compétences, mais c'est vrai qu'on manque un tout petit peu de bras. On peut servir aussi son pays en venant dans l'industrie de défense. Nous recrutons 25 000 personnes du CAP au Bac plus 8, voilà. Voilà, il y en a pour tout le monde. Donc si vous êtes motivé, que vous avez les compétences et puis que vous avez envie de vous engager, pourquoi pas, c'est une façon concrète de le faire. Au total, le secteur de la défense, ça représente quand même 200 000 emplois, 200 000 salariés, donc ça fait vivre. Et ça aide aussi un peu la balance commerciale française. Voyez, on a trouvé la solution au chômage. Aller fabriquer des armes, ça fait vivre, comme nous le dit Amélie sur BFM. Mais pour l'économiste Thomas Porcher, tout ça ne tient pas. Avec Mathilde Trichet à la caméra, je suis allé lui tendre le micro de l'UMA entre deux plateaux télé.
C'est un jeu qui est mis en place de compensation entre d'un côté l'effort de guerre qui devrait être prioritaire et qui devrait être payé par les retraités, parce qu'on a promis bien sûr de ne pas augmenter les impôts, alors que pendant tous les conflits, on a mis toujours à contribution les plus riches, et qu'on ne veut pas s'endetter, alors qu'en réalité, il n'y a quasiment aucun danger à s'endetter, et surtout au niveau européen, puisque la menace est européenne. Et ces questions-là ne sont absolument pas abordées. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que la manière dont ça a été fait, c'était de dire après, écoutez, dès le lendemain, un ancien Premier ministre a dit nous allons faire des coupes dans les retraites, dans les dépenses de santé. C'est pas admissible ça. On a l'impression que le prétexte de la guerre est utilisé pour faire des réformes qui n'ont pas réussi à passer avant. Et ça, c'est ça qui est problématique. Pour l'économiste, la situation semble claire, elle va profiter à l'instauration de politiques antisociales. Alors regardons de plus près le plan de 800 milliards d'Ursula von der Leyen. Il prévoit d'autoriser le dépassement du déficit public des États membres fixé à 3% du PIB maximum, mais seulement pour les dépenses militaires. Idem concernant le fonds de cohésion, c'est un budget de 400 milliards à peu près, qui est normalement alloué pour venir en aide, en soutien en fait aux régions d'Europe les moins favorisées, dans lesquelles nous, du coup, on va pouvoir piocher pour financer le réarmement. En somme, les principes inflexibles d'hier volent en éclats aujourd'hui. Magiquement, la dette publique n'est plus du tout importante et la justice sociale, n'en parlons même pas. Et du côté de l'opposition, ça dit quoi, Jamila ? Eh bien, comme tu t'en doutes, Théo, ça proteste. Mais pas d'une seule et même voix. Seuls les insoumis et les communistes s'opposent clairement à ce qu'ils désignent comme un comportement de va-t-en-guerre. Ce dont se défend, bien sûr, le gouvernement qui dit, je cite sa porte-parole le 12 mars, « Notre cap, c'est la paix par la force. » Point. Vous jugerez sur pièce. En tout cas, la citation est vraie et pas du tout décontextualisée. C'est vérifiable sur Internet. Avec Aliénor Lyons, à la caméra, nous sommes allés à l'Assemblée nationale ensuite pour recueillir les réactions de Bastien Lachaud, d'Éric Coquerel et de Djenaba Diop. Le président a fait un choix, proclamer une économie de guerre sans en appliquer les règles, c'est-à-dire taxer les plus riches et faire une politique de justice sociale. Et donc les grandes victimes de ça sera à la fois les questions de solidarité, mais aussi écologique qui est... Cette histoire est un drame, une catastrophe écologique, parce que tous les investissements nécessaires sont en train de s'envoler. Tout le monde est prêt à faire des efforts. Mais il faut aussi que cet effort soit partagé sur le train de vie de l'État, sur aussi, il y a plein d'endroits où on peut faire justement... Ce que dit le gouvernement. Mais bien sûr. sûr. Ce matin, Mme Primal... Le train de vie de l'État, les ultra-riches, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Eh bien moi je le dis. J'ai aussi pu échanger avec le député Horizon, Frédéric Valtou, très en phase avec le fait de réformer l'État. Il m'a même cité l'exemple de la réforme du chômage, abandonnée il y a quelques mois face à l'instabilité politique, qu'il propose de reprendre pour financer l'effort de guerre. Il le dit textuellement, au moins le projet est clair. Et pour terminer, direction le Sénat, à la rencontre du communiste Pascal Savoldelli, qui est récemment monté au créneau, lui aussi, dans l'hémicycle, face au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Lui aussi dénonce une forme d'irresponsabilité ici. À notre micro, il vient rappeler ce qu'est la guerre humainement et ceux qui s'en nourrissent. Dassault construit essentiellement des armes qui ne sont pas pour nous défendre. C'est des armes qui sont vendues à l'échelle de la planète. C'est un marché. Draghi disait, voilà, au niveau européen, il faut qu'on réalimente les marchés financiers européens. Donc il faut qu'il y ait un investissement de 800 milliards. Ça, c'était en septembre. Donc ce n'est pas évoqué par rapport à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et là, on retrouve le même chiffrage. On est maintenant dans une phase où le capitalisme financier, aveuglément, décide de se gaver, de se nourrir d'une réindustrialisation seulement militaire. Donc on est dans une phase importante, c'est qu'on est en train de convertir notre économie civile en économie militaire. Franchement, c'est des centaines de milliers de gens qui meurent. Civils, militaires, des blessés. C'est des hectares, des centaines, des milliers d'hectares qui sont dévastés par la guerre, qui nous fait reculer encore sur les enjeux du point de vue de la survie de la planète. Voici le moment parfait, sans doute, pour se souvenir des propos d'Emmanuel Macron face aux industriels qu'on a écoutés juste avant, de l'armement et de la sécurité. La dette est bouclée, pas du tout. La boucle est peut-être ainsi bouclée en l'écoutant en 2022. En tout cas, Savoldelli a raison d'insister ici sur le tragique de la guerre, de ses conséquences, car au-delà des débats dans les salons feutrés, les plateaux de télévision autour du combien, du comment, il serait sage de s'attarder sur le pourquoi.
Merci beaucoup, Djemil, pour cette chronique. Peut-être, Loumi, une réaction rapide. Oui, non, c'est hyper bien qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont, justement, qu'on essaye toujours de pas tellement informer les personnes sur tout ce qui se passe. Effectivement, c'est les industriels qui se frottent les mains. La semaine dernière, donc très rapidement, il y avait quand même la semaine dédiée à l'effort de défense, où on avait par exemple le ministre de l'économie, Éric Lombard, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui sont allés visiter un site sur lequel on fait de la poudre et des explosifs. On a aussi le Premier ministre François Bayrou qui est aussi allé voir les canons César, cette espèce de grands canons sur des camions, je ne saurais pas comment le décrire. Voilà, exactement. Et enfin bref, il y a eu toute une agitation, on va dire aussi, voilà, les industriels de l'armement doivent être bien contents, quoi. Et on est appelé chacun, je crois, à pouvoir financer à partir de 500 €. Il y a toute une histoire comme ça. Oui, bon, avec un ticket pour être actionnaire à partir de 500 €. Il y a pas mal de monde dans le chat qui dit mais moi je ne veux absolument pas faire d'efforts de guerre, laissez-nous tranquilles, quoi. Alors, ce cas, financer autre chose, comme par exemple l'UMA. Exactement. Merci beaucoup, Djemil.